Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruamesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruamesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, accompagné de... Ça fait un méchant bout qu'on n'a pas fait ça ensemble. De la Belgique, monsieur Philippe. Salut Alex, salut tout le monde. Comment ça va, Philippe? Ça va. Comme je te disais, hors antenne, je reviens de vacances, donc tout va bien. Ah ben oui, des belles vacances en Égypte. Ouais, Allez j'ai profiter. réalisé un rêve. Je me suis retrouvé à nager et tout d'un coup, il y a des dizaines de dauphins qui sont arrivés. Ah Et, ouais, hein? ouais, donc je peux mourir demain maintenant, c'est bon. On va souhaiter que non. Non, j'espère que non. Yes, fait qu'on se retrouve pour une balade meurtrière. Ça fait, c'est ça comme on dit, là, ça fait quand même un bon bout là, qu'on n'a pas... Ouais, ça fait quelques mois, mais j'en ai quelques-unes dans les cartons. Donc voilà, il y a une nouvelle saison de balade meurtrière à ta disposition. Ouais. Ben, on va se redonner des rendez-vous. Ouais. Je suis super content. Puis on va aussi peut-être accueillir San aussi, là, qui... Ouais, donc je pense qu'il y a un épisode qui est vraiment taillé pour elle. Donc on est en train de travailler dessus. Donc pour l'instant, elle travaille vraiment beaucoup, mais voilà, on est en train de chercher des... parfait. Ouais, exactement. Yes, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Philippe? Alors, est-ce que tu connais Blind Melon? Non, je connaissais pas vraiment Blind. J'avais déjà entendu le nom, mais je connaissais pas musicalement. C'était quoi? Alors, ouais, évidemment, c'est un groupe de ma jeunesse, donc je le connais bien. C'est un groupe qui a été créé en 1990 à Los Angeles. Et le son de Blind Melon, c'est un son qui est très 70s. On pourrait classer le groupe dans le style du néo-psychédélique, mais vu qu'ils se sont fait connaître dans les années 90, on les a beaucoup associés au style grunge, donc le style de Pearl Jam, Nirvana et ce genre de choses-là, même s'il y a un son un peu plus, je veux dire, un peu plus hippie dans leur musique. Alors, je caricature un peu en disant ça. Alors, le groupe s'est formé autour d'un chanteur qui s'appelle Shannon Hoon, donc H-O-O-N. Alors, Shannon Hoon, c'est un prénom de fille, mais c'est un homme. Et le guitariste du groupe, c'est Roger Stevens. Et donc, ce sont les deux membres fondateurs. Et puis après, ils se sont enrichis d'autres membres du groupe. Ils sont 5. Alors, Shannon Hoon, il est aussi connu pour avoir chanté avec Guns N' Roses sur une ballade qui s'appelle Don't Cry en 1991. Et parce que c'est un ami en fait d'Axl Rose, un ami d'enfance. Et ils ont collaboré sur plusieurs titres d'un album de Guns N' Roses qui s'appelle Use Your Illusion. Enfin, Use Your Illusion 2, pardon, le deuxième. J'espère qu'il y avait un meilleur comportement que son ami Axel. Je pense, oui, vraiment. C'était rock and roll, ça, Axel. J'ai entendu ce que Papy Joe a raconté sur eux. Alors, en 92, Blind Melon sort un album qui s'appelle Blind Melon et qui sera vraiment un immense succès grâce à une chanson qui s'appelle No Rain. No Rain, c'est une chanson très, très joyeuse dans la musique, mais qui, derrière cette musique très joyeuse, cache des paroles un peu tristes sur les gens qui sont rejetés, hein, les misfits.
L'album va se classer 3e dans les charts américains et canadiens en 93. Donc c'est vraiment un gros succès d'album. C'est aussi l'époque des clips de MTV et le clip de No Rain que vous retrouverez sur YouTube, c'est un petit chef-d'œuvre. Donc ça met en scène une petite fille assez ronde. Elle est déguisée en abeille, elle fait des claquettes et on voit qu'elle se fait un peu humilier. Et donc elle va trouver sa tribu. Mais c'est très très bien fait, c'est des très jolies images. La petite fille est devenue très emblématique. D'ailleurs, il y a même des articles, j'ai trouvé pas mal d'articles sur qu'est-ce qu'elle est devenue. En fait, elle est devenue médecin, spécialiste dans la fertilité. Donc voilà, beau destin pour cette petite fille aussi. Et donc ça, c'est le premier album. Mais moi, je vais vous parler du deuxième album qui s'appelle Soup, qui est sorti, Soup comme de la soupe, qui est sorti en 95, mais qui n'a pas rencontré le même succès que l'album précédent. Quand il est sorti, l'album Rolling Stone a descendu l'album, l'a critiqué vraiment très négativement. Mais d'autres ont vraiment critiqué très positivement l'album. Il a été encensé par une partie de la critique et vraiment défoncé par une autre partie de la critique, ce qui est parfois bon signe quand même pour un album. Ouais, quand même. C'était-tu à cause d'un changement peut-être de son ou... C'est un peu plus sombre. Okay. C'est un peu plus radical souvent, hein, le deuxième album, ils font moins de compromis. C'est comme Radiohead, par exemple. Ils ont été chercher peut-être un style un peu plus marqué. Et puis, il est sombre dans ce qu'il évoque parce qu'il parle beaucoup des problèmes d'addiction du chanteur, donc de Shannon Hoon. Moi, je trouve que c'est un album qui est très beau parce qu'il est quand même assez mélodieux. Il est plus audacieux que le précédent. Et ben voilà, j'invite en tout cas les auditeurs à découvrir ou à redécouvrir cet album. Alors malheureusement, en décembre 95, Shannon Hoon meurt d'une overdose dans le bus de la tournée, juste après la naissance de sa fille, Nico. Donc il n'avait que 28 ans. Blind Melon ne trouve personne pour le remplacer, parce que Shannon Hoon a vraiment... Enfin, moi je trouve qu'il a une voix vraiment extraordinaire, assez inimitable. On retrouve malgré tout des maquettes, des chansons inédites. Donc il y a un troisième album qui s'appelle Nico, qui sort en 96, qui est une compilation de reprises, de chansons terminées après le décès de Shannon Hoon. Et donc Nico, c'est la fille de Shannon. Donc voilà, c'est pour ça que l'album porte ce nom-là. Mm-hmm. Bon, malheureusement, le groupe va se dissoudre assez vite. Donc en 99, ils ont vendu quand même 3,5 millions d'albums. Mais il va se reconstituer en 2006 pour enregistrer un nouvel album qui s'appelle For My Friends, qui est vraiment un album hommage à Shannon Hoon. Et Shannon est remplacé par un chanteur qui s'appelle Travis Warren, qui fait une très belle prestation vocale également. Okay. Dans Rolling Stones, le magazine qui a descendu Soup, ils disent que c'est le best replacement frontman, donc voilà, ce qui est un beau compliment. Et il y a un producteur qui s'appelle Steve Lillywhite qui dit que c'est le meilleur chanteur depuis Robert Plant, en parlant de Travis Warren. Voilà, moi, je préfère Shannon Hoon, mais franchement, voilà. Et Travis Warren a des albums solo qui n'ont pas très bien marché, mais qui sont pas mal. Ouais, toi, t'es un puriste. Ouais. C'est mon époque aussi, tu vois. Mais oui, c'est ça. Ça remplace pas tous les souvenirs qui viennent avec. Puis, Voilà, exactement. Après, voilà, je pense que je balaye plusieurs décennies avec mes goûts musicaux, mais c'est vrai que les années 90, j'ai un attachement particulier. Surtout ce rock-là. Et donc voilà, on va reparler de l'album Soup. L'album Soup, il y a 2 ballades meurtrières sur Soup. Et donc on va en faire peut-être deux épisodes. Donc les deux ballades meurtrières, c'est Skinned, et l'autre c'est Car Seeds God's Presence, et c'est de Car Seeds God's Presence qu'on va parler aujourd'hui. Donc la chanson Car Seeds God's Presence évoque l'affaire Susan Smith. Alors Susan Smith, elle est née le 26 septembre 1971 à Union, en Californie du Sud. En Caroline du Sud, pas en Californie du Sud, en Caroline du Sud. Elle passe toute son enfance et sa vie de jeune adulte dans cette communauté-là. Donc elle a toujours vécu dans sa petite communauté. En 89, donc elle n'a que 18 ans, elle se marie avec David Smith. Donc c'est là qu'elle prend le nom de Susan Smith. Elle n'est pas née Susan Smith. Et David Smith va être le père de ses 2 enfants. Le mariage est un mariage pas terrible, donc avec vraiment des hauts et des bas, et surtout des 2 côtés visiblement beaucoup d'infidélité.
Et le 25 octobre 1994, donc on n'est pas loin d'un 30e anniversaire, Susan Smith est au cœur d'une affaire très médiatisée, donc qui va inspirer cette chanson. Donc qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? En fait, Susan Smith contacte la police, elle est en panique totale, parce qu'elle vient, selon ses dires, de se faire carjacker. OK. Donc, selon ses déclarations, c'est un homme noir armé d'un revolver qu'il a éjecté de sa voiture et il est parti. Mais, détail horrible, les enfants de Susan Smith étaient tous les deux sur la banquette arrière. Ce sont 2 enfants qui sont à ce moment-là encore très petits. Il y a Michael Daniel, donc l'aîné qui n'a que 3 ans, et son petit frère Alexander Tyler en réalité, qui a 14 mois. Donc, tu peux imaginer en tant que parent ce que ça peut être. La panique que tu dois avoir. Et l'enquête va durer 9 jours. OK. Et pendant 9 jours, vraiment, tous les médias américains vont s'intéresser à cette affaire-là, parce que tu imagines, hein, c'est unique dans l'affaire criminelle, un carjacking avec 2 petits-enfants sur la banquette arrière, et on ne retrouve pas les enfants. Donc évidemment, il y a une tempête médiatique. Susan Smith vient à la télévision supplier l'agresseur de libérer ses enfants. Et elle dit que l'agresseur, au moment du carjacking, lui avait promis de ne pas faire de mal aux enfants. Mais les jours passent, et Suzanne dit qu'elle se souvient des cris et des pleurs de ses enfants au moment où la voiture démarrait. Donc c'est vraiment une situation de cauchemar. David, le mari de Suzanne, multiplie les appels aussi pour qu'on lui rende ses enfants sains et saufs. Et puis elle a l'occasion de s'adresser directement au ravisseur à la télévision. Et puis, elle choisit plutôt de parler à ses enfants. Elle dit « Vous devez être forts. Je sens dans mon cœur que vous allez bien et vous devez prendre soin l'un de l'autre. » Ça, c'est ce que dit Susan Smith, donc c'est assez déchirant. Et David, son mari, à son tour dit « Si la personne qui détient mes enfants et ceux de ma femme voit ceci, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, ne faites pas de mal à nos enfants. Trouvez la compassion quelque part dans votre cœur de les laisser revenir à la maison et de ne pas leur faire de mal. Vous pouvez avoir la voiture et tout ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal à nos enfants. » Donc tu vois un peu cette ambiance, ça passe en boucle. Il y a une détresse, là. Voilà, énormément. Hey, je comprends. Tu as juste dit ça qu'il y avait les enfants, j'ai eu le frisson. Là. J'imagine pas, mettons, ma petite à ça, 4 ans. Là. Ah non, c'est ça, t'imagines la terreur, quoi. Hey, et donc, on est aux États-Unis, on est dans un pays très religieux, donc il y a beaucoup de prières publiques, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'actions, donc il y a des centaines de volontaires qui participent, qui vont participer à des battues, notamment dans les champs, dans les forêts, pour retrouver éventuellement les enfants. Mais on ne retrouve rien, on ne retrouve pas la voiture, on ne retrouve pas le ravisseur. Les moyens pourtant mis en place sont immenses, il y a des hélicoptères, des brigades de chiens policiers, mais dans les premiers jours, rien ne se passe. Même la famille Smith, donc Suzanne et David, sont soupçonnés, et donc on va même perquisitionner leur maison pour explorer vraiment sur eux aussi. Ce qui est assez classique. Mais très vite, les enquêteurs doutent de la version de Suzanne. D'abord, elle a donné une description très très vague de l'homme qui a kidnappé ses enfants. Elle est juste capable de dire que c'est un homme noir. Bon, après, peut-être que dans la panique, dans le stress, tu peux avoir un effacement de souvenirs, mais enfin, c'est très très vague. On la voit souvent pleurer à la télévision, mais on note quand même que quand elle pleure, il n'y a jamais de larmes. Quand elle était dans sa voiture avec ses enfants, donc elle allait voir un ami ou une amie, je ne sais pas très bien si c'était un homme ou une femme, mais donc il est établi que la personne qu'elle allait voir n'était pas chez elle à ce moment-là. Et l'élément concret aussi, c'est donc dans son descriptif, elle dit qu'elle a été carjackée à un feu rouge. Et donc on lui demande, mais est-ce que vous avez vu un autre véhicule au moment où vous avez dû vous arrêter? Elle dit non, il n'y avait pas d'autre véhicule. Mais en fait, c'est un feu rouge qui ne s'enclenche au rouge que quand il y a une voiture qui va croiser. Donc il y a vraiment un détecteur de voiture. Et donc ça n'est pas possible de s'arrêter à un feu rouge s'il n'y a pas une autre voiture. Donc le feu ne pouvait pas devenir rouge pour elle. Elle est soumise plusieurs fois au détecteur de mensonges, et le polygraphe va s'affoler quand on lui demande si elle sait où sont les enfants. Ça l'oblige à venir se défendre en direct à la télévision, et là, elle affirme vraiment qu'elle n'a
vraiment fait aucun mal à ses enfants et elle maintient sa version des faits. Et le 3 novembre 1994, donc ça a commencé le 25 octobre, donc on est de nouveau presque à un anniversaire, Susan Smith avoue avoir noyé ses 2 fils. Donc elle révèle où se trouve la voiture et quelques heures plus tard, le corps des 2 enfants est découvert dans la voiture. La voiture avait été plongée dans un lac à quelques kilomètres du domicile des Smiths. Ils sont attachés à leur siège, donc évidemment c'est des petits, donc ils sont sur le siège arrière attachés. Et donc on sait que Susan les a tués. Alors pourquoi elle les a tués, ça reste encore à ce moment-là un mystère, mais donc les policiers sont évidemment dévastés par ce qu'ils découvrent. Hey, c'est hardcore, là, pareil. Là. C'est vraiment une affaire terrible. C'est toujours terrible la manière de tuer ses enfants. Là. Quelqu'un qui arrive à ça, là, mais là, tu les as laissés là, paniquer, tout seul. Tabarnak. Ouais, c'est ça, c'est terrifiant. Et alors, le plus grand avait la main collée sur la vitre de la voiture au moment où on a découvert la voiture. Donc, tu vois, il s'est noyé avec la main posée sur la vitre. Donc, ça veut dire qu'il a eu conscience de ce qui lui arrivait. Donc, c'est atroce, c'est absolument tragique. Elle avoue qu'en fait, elle a laissé sa voiture couler sur une sorte de rampe de mise à l'eau, tu vois, ces trucs pour mettre les bateaux à l'eau. Et donc, la voiture s'est quand même enfoncée assez profondément dans le lac. Et c'est pour ça que lors d'une première fouille, il n'avait pas retrouvé la voiture. Et évidemment, cette histoire de carjacking et d'homme noir avait été complètement inventée. Donc Susan Smith est arrêtée, inculpée de double assassinat. Et la raison pour laquelle Smith a tué ses 2 enfants, ça se trouve en fait dans sa vie amoureuse. Donc elle avait une relation adultère, encore une, avec un certain Tom Findlay. Et Findlay, c'était le beau mec de Union, la ville de Caroline dans laquelle elle vivait. Donc c'est le célibataire populaire. Donc Susan était assez jolie et donc elle a séduit Findlay. Elle pensait qu'elle allait trouver une relation stable avec lui, mais Findlay ne voulait pas la responsabilité d'une famille toute faite. Donc, dans son projet de vie, il ne voulait pas d'une femme qui avait déjà des enfants. En plus, il pensait que le fait que Susan soit plutôt d'une origine modeste, que son comportement envers les hommes, c'était une femme entre guillemets assez volage, il se disait que ça n'était pas propice à une relation engagée. Et donc il lui envoie une lettre qui lui explique tout ça en octobre 1994. Et donc Suzanne a un moment... Super solution. Oui, exactement. Mais surtout, d'abord, une super dépression qui va l'amener à sa super solution. Aïe. Et en détention provisoire, donc avant qu'on découvre la vérité, Suzanne était obsédée par l'idée que ce Tom Findlay viendrait la voir en prison. Donc elle posait des questions aux policiers en disant « Est-ce que Tom Findlay a demandé à me voir ?» Donc voilà, très étrange aussi pour une femme qui dit qu'elle est bouleversée par la disparition de ses enfants. Elle parle beaucoup de ce Tom Findlay qui n'a rien à voir dans cette histoire. Mais tu sais, c'est la détresse amoureuse là, qui l'a amené à faire ça. Là, justement, la solution, c'est il veut pas parce que j'ai des enfants, je me débarrasse de mes enfants. Là, oui, je suis en dedans, mais j'ai plus d'enfants. Je suis disponible. Exactement, je suis disponible, mais c'était vraiment ce projet-là. Alors, c'est un projet atroce, une folie incroyable, mais c'était vraiment son projet. C'est ça, là. C'est exactement ça qui s'est passé, un peu. Là. Et donc, ça se passe dans une petite ville, en plus. Donc, évidemment, cette petite ville est complètement sous le choc. Par ailleurs, il y a une communauté afro-descendante à Union, et eux sont très en colère que l'histoire avait été inventée avec un homme noir qui, évidemment, n'existait pas. Ça a même été jusqu'à faire intervenir le président, qui était à l'époque Bill Clinton, qui s'est adressé à la nation et qui a évoqué le cas de Susan Smith. Donc ça te montre l'importance que ça avait. Mm-hmm. Alors, on va revenir à Blind Melon. Donc, le premier couplet de la chanson dit « Tongue-tied, nerves as big as boulders. Why, Mom? I thought I was your soldier. My brother sits by me, buckled into the car seat. » Donc en français, tongue-tied, c'est littéralement langue liée, mais donc en français, on dirait plutôt bouche cousue. Je ne sais pas si on le dit au Québec aussi. Oui. Voilà. Donc nerfs gros comme des rochers. Pourquoi, maman, je pensais que j'étais ton petit soldat? Mon frère est assis à côté de moi, attaché dans le siège auto. Donc
tu vois, l'évocation est très claire, parce que le nom de Susan Smith n'est pas dit dans la chanson, mais voilà, c'est une chanson qui a été composée vraiment en pensant à cette histoire-là. Donc l'album sort 1 an après l'affaire Susan Smith. Ah, mais avec cette phrase-là, ça le dit direct. Là. On comprend. C'est clair, hein, ouais, exactement. Alors, la défense va essayer d'éviter la peine de mort, déjà à Susan Smith. Et donc, il va utiliser la santé mentale comme argument principal. Elle a une enfance très instable, son père s'est suicidé. Elle a été maltraitée par son beau-père, maltraitée et abusée par son beau-père. Il y a un psychiatre qui établit qu'elle souffre d'un trouble de la dépendance affective. Donc ça, c'est vraiment un besoin excessif d'être prise en charge. Et ça induit des attachements inquiétants, tu vois, des attachements excessifs. Ben, c'est que tu t'attaches à rien aussi. Là. Oui, c'est ça. Ou Mais c'est-à-dire tu rencontres, tu tombes en amour tout de suite. Exact. Tu veux toujours être avec la personne. Puis ça, c'est Exactement. peu importe qui. Là. Avec en plus des comportements de très forte soumission. Donc à partir du moment où tu as ce genre de dépendance, ben, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu vois. Donc une soumission parfois complètement pathologique. Mm-hmm. Et il y a aussi un diagnostic de dépression qui est posé. Donc le procureur veut la peine de mort et David Smith, le mari, va venir plaider pour la peine de mort pour son ex-femme. Lui, évidemment, ne lui pardonne pas ce qu'elle a fait. Il n'est pas du tout complice, pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Ben, c'est au pire, laisse-moi les, puis il fait juste les renier. Là. Exactement, ouais. Il y a d'autres solutions que les tuer. Là. Ah, oui, mais je pense que, tu vois, il y a eu une affaire comme ça en Belgique, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la protagoniste, mais c'est une femme qui avait tué ses 5 enfants parce qu'elle voulait quitter son mari et elle se disait que les enfants n'allaient pas supporter la séparation. Et en fait, c'est la gravité de sa dépression qui l'a amené à prendre cette décision-là. Mm-hmm. Donc, je pense que la dépression plus la maladie mentale mis dans un shaker, ça fait quelque chose d'absolument catastrophique. Ah oui, c'est sûr. Sûrement que ça, en plus, c'est pas géré, c'est pas médicamenté comme il faut, c'est pas suivi. Il n'y a pas un bon suivi, sûrement. Là. Ouais, la santé mentale, encore plus il y a 30 ans, tu vois, c'était quelque chose. Tu vois, souvent, des gens on n'en parlait pas, et puis quand quelqu'un avait une dépression, on lui disait allez, cheer up, quoi, tu vois. On avait l'impression que c'était juste une sorte d'attitude, mais non, bien sûr, c'est une maladie. Le fait que la dépression est une maladie, c'est quand même relativement récent, quoi. Mmh. Et donc ça nous amène à la fin de la chanson, où je vais directement passer à la version française, où en fait la dernière phrase chantée, parce qu'après il y a une partie parlée dans la chanson, dit là-bas où il plante les arbres, à 10 pieds de là, mon père m'enterre, parce qu'évidemment il y a l'enterrement des enfants qui s'est fait uniquement avec le papa, quoi. Donc, je pense pas qu'il voulait voir son ex-femme là. Ah non, ça c'est clair. Je pense que... Alors, évidemment, elle est jugée, Susan Smith. Il faut un peu plus de 2 heures au jury pour la déclarer coupable, évidemment. Mais elle échappe à la peine capitale. Elle est condamnée à 2 peines consécutives de prison à vie. Et en prison, Susan se distingue par son comportement. D'abord, elle a des comportements d'automutilation. Elle arrive à se procurer régulièrement de la drogue et il y a eu 2 gardiens qui ont été licenciés de la prison pour avoir eu des relations sexuelles avec elle. Parce qu'il y a quelque chose chez Susan Smith de très, très étrange qui a énormément attiré les hommes. On avait fait un épisode du scénario du pire là-dessus sur ce qu'on appelle l'hybristophilie. Mm-hmm. Et donc Susan Smith, c'est vraiment typiquement un cas d'hybristophilie, c'est-à-dire qu'elle recevait des centaines d'emails, de lettres, d'amour, d'hommes qui s'intéressaient à elle. Alors, peut-être parce qu'il la trouvait jolie, et peut-être aussi parce que c'est une femme qui mettait l'intérêt de son amant avant l'intérêt de ses enfants. Enfin, c'est très étrange de voir à quel point cette femme a pu attirer l'attention des hommes. Puis elle devait, tu sais, avec en plus son trouble de dépendance, puis tout ça, elle devait alimenter ça en plus. Oui, c'est ça. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la femme fatale. Enfin, c'est très, très bizarre, cette hybristophilie. Donc, le fait de tomber amoureux de quelqu'un de très dangereux.
Et je te dis, ça a continué quand elle était en prison avec des gardiens. Donc elle devait avoir un comportement aussi de séductrice, ou en tout cas, elle devait se laisser séduire facilement. Alors, c'est bien qu'on en parle maintenant de Susan Smith parce qu'elle est éligible donc ici, on est le 14 novembre au moment où on enregistre. Et elle a, pour la première fois, le 20 novembre, donc dans 6 jours, une audience pour une remise en liberté conditionnelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle l'aura, mais elle aura la première possibilité. Chance. Voilà. Pour ça, donc aux États-Unis, il faut 2/3 du parole board pour en sortir. Donc, voilà. Moi, je pense qu'elle l'aura pas. Parce que c'est une affaire dont on continue à beaucoup parler, parce que c'est aussi quelqu'un qui ne s'est pas vraiment bien comporté en prison. Ouais, c'est ça, ça a été litigieux un peu son parcours en prison. Mais, oui. Et alors, dans le morceau, de nouveau, j'encourage vraiment les gens à écouter le morceau, on en mettra aussi des extraits évidemment. Donc à la fin du morceau, donc, la chanson, il y a l'instrumental qui commence, et puis sur l'instrumental, il y a un message vocal, mais qui évoque une psaume en fait biblique. Et donc la psaume dit, alors de nouveau c'est une traduction un peu approximative, mais donc c'est comme un message vocal qui dit que mon chemin soit lisse ou accidenté, avec des épines ou des roses parsemées, où je vais, le Père voit, donc Dieu, et il ne me laissera pas seul. Alors si je prends les ailes du matin, donc de morning wings, mais ça veut dire en fait, c'est une expression qui veut dire même si je vais à la vitesse de la lumière, loin dans la mer immense, même là, sa main me guidera, même là, mon Dieu sera. Donc il y a vraiment cette référence religieuse qui est un petit peu étrange dans la chanson. Alors, il n'y a pas que Blind Melon qui a chanté Susan Smith, il y a un artiste qui s'appelle Tom House qui a chanté une chanson qui s'appelle I'm in love with Susan Smith. Donc de nouveau, on en revient à cette hybristophilie qui est un petit peu étrange. Un petit peu, ouais. Voilà, mais donc, je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ce groupe parce que je pense que c'est un groupe qu'il faut redécouvrir. Il y a aussi 2 lives qui ont été enregistrés en 93 et 95 qui sont disponibles sur Spotify. Et alors, on parlait de la fille de Shannon, Nico, qui est née quelques semaines avant le tragique décès de son père. Nico Hoon, elle est devenue chanteuse aussi. Ok. Et donc, elle est sur Instagram. Elle a un compte qui est Nico Hoon. Donc, Hoon, c'est H-O-O-N. Nico Hoon Music. En 2020, elle sort un film qui s'appelle All I Can Say. All I Can Say, c'est les premiers mots de la chanson qui a vraiment fait le succès du groupe. All I Can Say is that my life is pretty plain. Ça, c'est vraiment la première phrase de la chanson No Rain. Et en fait, donc, elle sort un journal filmé de son père qui s'achève. Donc, la dernière seconde de ce film, c'est sa propre naissance, donc la naissance de Nico Hoon. Donc, ça, c'est en 2020. Et depuis, il n'y a plus de posts sur son compte, mais visiblement, elle continue quand même une carrière d'artiste. Voilà, donc affaire tragique, mais vraiment très tragique. Groupe très intéressant, Blind Melon. Donc voilà, je serais ravi d'en reparler avec toi la semaine prochaine, avec une chanson tout à fait, avec une affaire qui est complètement différente. Enfin, je peux la spoiler, c'est Ed Gein. Donc ils ont fait une chanson sur Ed Gein, qui est le tueur en série qui a inspiré notamment Leatherface et qui a inspiré le tueur de Psychose. Voilà. Il y a beaucoup de tueurs en série de films. Là. Oui, je pense même qu'il a inspiré Buffalo Bill dans Silence of the Lambs, Le silence des agneaux. Mm-hmm. Donc effectivement, voilà, c'est un tueur mythique. Alors, tueur en série, pas tueur en série, Ed Gein, on ne sait pas vraiment, donc on en parlera la prochaine fois, mais aussi, c'est aussi une chanson qui est très très intéressante. Donc voilà, Blind Melon. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait 2 balades meurtrières sur cet album, parce que cet album Soup, j'ai oublié de le dire, mais c'était vraiment un album qui voulait explorer le côté sombre de l'Amérique, et pas uniquement à travers ses tueurs, mais aussi à travers son système politique, à travers justement la prise en charge de la santé mentale, le harcèlement. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont assez sombres sur cet album. Donc l'album Soup, que je vous invite vraiment à écouter sur les plateformes. Ouais, je vais aller l'écouter moi aussi au complet. Puis on va se laisser sur la chanson. Je vais la faire jouer au complet à la fin. Super, ouais.
à la fin de l'épisode. Fait que vous allez être pogné à l'écouter. Oui, exactement. Mais c'est une chanson, voilà, surtout maintenant qu'on connaît le contexte. C'est une chanson qui est très mystérieuse, qui a une mélodie assez particulière. Donc, ouais, merci de la faire découvrir à nos auditeurs. En tout cas. Yes. Fait que merci beaucoup, Philippe, pour cette balade meurtrière. Je suis content qu'on reparte ce côté-là, puis qu'on recommence à travailler ensemble. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Je te laisse plugger le scénario du pire, la saison qui vient de passer. Peut-être qu'est-ce qui peut s'en venir, quand on peut s'attendre aux prochains épisodes un peu. Alors oui, le scénario du pire, c'est 36 épisodes, donc sur des faits divers qui sont des faits divers. 200 000 téléchargements sur les 36, félicitations. Oui, on va passer aux 200 000 cette semaine. Là, je pense. Félicitations. Ce cap assez symbolique. Donc la saison suivante est en cours d'écriture, avec probablement une thématique forte pour la saison. Voilà, donc on doit encore peaufiner un petit peu l'écriture, voir si on n'embarque pas quelqu'un encore dans le projet. Mais en gros, on revient avec des épisodes. Je suis assez excité par les histoires qu'on a trouvées. Voilà, pour l'instant, c'est beaucoup de lecture. On est parti dans des livres. Voilà, on a même contacté un professeur d'université américaine qui avait fait une thèse sur une histoire criminelle. Enfin, voilà, on travaille beaucoup. On fait beaucoup de recherches pour l'instant, mais c'est vraiment. Voilà, je pense qu'on va vraiment apporter des histoires avec une couleur assez particulière et des histoires qui ont été relativement peu discutées dans des podcasts de true crime. Et ça, c'est toujours une fierté. C'est d'être les premiers francophones à raconter une histoire. C'est le fun, ça. Ouais, exactement. Cool, ben on va rester à l'affût de ça. On peut vous écouter partout aussi là, sur les plateformes. Fait que merci beaucoup, Philippe. Puis on se dit à la prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Yes. Soldier, my brother.